Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Alors, je fais un petit tour de table. Aurélie Sandler, vous êtes co-CEO de l'agence de voyage Evalios. Rémi Knafou, vous êtes géographe et auteur, entre autres, de l'ouvrage Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable. Et Benoît Elbrun, vous êtes philosophe et professeur à l'ESCP Business Key. Bonjour à tous et merci à toutes et merci d'être ici avec nous. Alors Rémi Knafou, pour commencer cette table ronde, je vais me tourner vers vous et couper la tête à un premier cliché avec cette phrase qui a donné le titre de notre table ronde, « Vive le tourisme de masse ». Puisque vous, géographe, évidemment partisan d'un tourisme respectueux de l'environnement, vous êtes également un défenseur du tourisme de masse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Volontiers. Ça n'est pas tout à fait une contradiction, même si la vie est faite en général de contradictions. Le tourisme de masse, parler du tourisme de masse, je crois, quand on parle de tourisme aujourd'hui, c'est le retour au réel. Parce que nous sommes sur une planète de 8 milliards d'habitants, il y a de plus en plus de personnes qui prennent des vacances, qui participent au phénomène touristique. C'est très difficile à quantifier d'ailleurs. Enfin, on voit bien quand on dit il y a 1,6 milliard d'arrivées internationales, il n'y a pas autant de touristes internationaux, puisque la même personne peut arriver plusieurs fois, etc. Mais enfin, on voit bien qu'on est dans des grands chiffres déjà que pour le tourisme international. Or, l'essentiel du tourisme aujourd'hui dans le monde, c'est du tourisme qui ne sort pas des frontières nationales. Donc, les grands noms, c'est la réalité que nous vivons, dans laquelle nous sommes. Et ce que je remarque en tant qu'observateur de longue date de l'évolution du tourisme, c'est que bien souvent les médias nous en offrent une image déformée en nous montrant, en faisant un zoom sur des formes très minoritaires de tourisme, qui d'ailleurs peuvent être des formes extrêmement sympathiques, attachantes, peut-être amenées à se développer, mais on ne nous parle que très rarement finalement du tourisme que nous faisons, des vacances que nous prenons. Il suffit de voir encore récemment, je voyais, je n'ai rien contre le Point qui donne l'air de grande qualité, mais le fait qu'en 1 an et demi consacre 2 articles complets, c'est pas de la publicité. Enfin, on espérait au tourisme régénératif avec quelqu'un qui travaille uniquement pour la petite minorité qui est les plus riches dans le monde, puisque les formules qu'il propose, j'ai regardé la chambre double avec le repas, en basse saison, c'est 1 450 €, en haute saison, c'est 2 500 €. Voilà, et on lui dit, et si c'était ça la bien du tourisme, comme si ça avançait à l'échelle de la planète, les inégalités sont extrêmes et notre tourisme est encore effacé. Donc, il y a cette vision déformée du tourisme qui nous fait oublier, en étant la focale sur uniquement des formes très minoritaires de tourisme de niche, sur ce qu'est la pratique du plus grand nombre et des besoins des plus grands nombres, en rappelant aussi que d'ailleurs ces besoins-là ne sont pas uniquement assoupis par le marché, même s'il est dominant, et qu'il y a une quantité très importante de tourisme non marchand auquel on ne s'intéresse qu'assez peu. Donc finalement, ce que vous dites, c'est le tourisme de masse, c'est également la démocratisation du tourisme, ce qui est relativement souhaitable, quoi. C'est souhaitable, effectivement, et on pourrait d'ailleurs prendre déjà l'exemple de la France, puisque la France est un des espaces où a été inventé le tourisme à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est un grand pays de tourisme avec une histoire la plus profonde possible. Or, en France, on s'aperçoit que le taux de départ en vacances stagne depuis 30 ans. On est à 60% à peu près de taux de départ. Cet été, il y a 43% des Français qui ne sont pas partis en vacances. Et quand on regarde les taux de départ en vacances dans les pays voisins d'Europe davantage au nord, on est en des taux de départ entre 70 et 80%. Donc on a une large progression qui est considérable et ça me paraît une aspiration normale dans le contexte dans lequel nous sommes de pouvoir partir en vacances sans pour autant qu'on entre systématiquement dans le régime auquel vous avez un système qui est celui de la surconsommation et auquel correspond d'ailleurs assez bien le mot surtourisme. Justement, vous en formuliez très bien ma deuxième question. Pour vous, Aurélie Sandler, comment est-ce qu'on gère cette dualité? Comment est-ce qu'on accueille cette démocratisation
et donc la massification qui en découle, sans tomber dans cette surexpression, surconsommation? Alors, je pense qu'il y a un point qui est important, effectivement, c'est de bien différencier le tourisme de base du surtourisme. Le surtourisme, c'est un sujet de surfréquentation. C'est quand à un moment, on est au-delà d'un capacitaire. Et donc, le tourisme se fait aux dépens d'une destination. Et on a tous en tête les affrérations des Barcelonais, des habitants de Mykonos l'été. Et donc, tout l'enjeu, et notamment pour les acteurs du tourisme, et puis aussi pour les régulateurs, les pouvoirs publics, les voyageurs, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut conjuguer un plaisir du voyage sans être dans un cas de voyage aux dépens de la destination. Et donc, il y a différentes solutions pour ça. La première, c'est la régulation. Enfin, moi, je suis tout à fait partisane des quotas. Je ne sais pas si c'est à la mode d'être partisan des régulations ou pas. Mais en revanche, je pense qu'à un certain moment, et c'est que quand on visite un musée, personne ne s'offusque qu'il y ait des horaires et qu'au final, on ne puisse pas être là tous en même temps au même endroit. Sinon, on détériore et aussi bien l'expérience de ceux qui y sont que la réalité des lieux. Donc, c'est important de pouvoir réguler, comme c'est le cas dans les Calanques, comme c'est le cas au Mont-Saint-Michel. C'est des premiers éléments de réponse. Et puis, au-delà de la régulation, il y a aussi toute la capacité à faire de la pédagogie, à éclairer, à comprendre comment est-ce qu'on peut ajuster ces rythmes de voyage. Un exemple assez simple, c'est la saisonnalité. Si je reprends l'exemple de Mykonos, dont on a arrêté les ans de Mykonos, pour une raison simple, c'est qu'il y a trop de monde. En revanche, Mykonos au printemps, c'est sublime. Et donc, on peut ajuster aussi, à travers l'offre, à travers les imaginaires, la façon dont on se projette dans un désir de voyage. On peut aller à la montagne l'été. Et ça, dans les pratiques, ça peut être accessible à tout type de voyage, quel que soit le pouvoir d'achat. Et donc souvent, il y a besoin effectivement d'inventer de nouveaux imaginaires. Typiquement, on a tous envie de se baigner l'été, c'est qu'il y a une réalité aussi, depuis l'invention du projet payé, on a envie d'aller à la mer. Et ben, on peut aussi se baigner parfois dans des fleuves, dans des rivières ou dans des lacs. On peut réinventer des imaginaires et avoir des réponses qui permettent de faire évoluer la pratique tout en conservant le plaisir du voyage. Vous parlez également, il me semble que vous êtes signataire d'un index du surtourisme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est? Oui, on a créé avec le cabinet Roland Berger un index du surtourisme. L'objectif, c'était d'objectiver la réalité de la surfréquentation en fonction des destinations. On a tous des ressentis, on peut trouver que c'est bondé ou pas bondé, ça reste subjectif. Ce qu'on a essayé, c'est de prendre des critères objectifs pour attester à certains moments, sur des enjeux de saisonnalité, de la réalité de surfréquentation de certains lieux. Et il y a notamment un point qui est intéressant, c'est que dans les sujets de surfréquentation, il y a beaucoup de sujets aussi de la capacité de la destination à accueillir. Parce qu'au niveau des hébergements, mais aussi des transports, du traitement des déchets, quand les infrastructures sont là, le tourisme n'est pas un problème. Donc le sujet, c'est effectivement de réussir à bien doser le volant des flux versus la capacité d'une destination à accueillir. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé cet index. Beaucoup pour les acteurs du tourisme, pour essayer de s'unir aussi et d'essayer de trouver des pratiques communes pour ajuster, que ce soit au niveau des croisiéristes, nous sur la commercialisation de certaines destinations, je parlais de Mykonos au Four Center à l'été, d'ajuster nos pratiques pour être plus respectueux des destinations. Nafou, je vois que vous voulez répondre là-dessus, puis je vous donnerai la parole ensuite à Daube. Oui, sur le surtourisme, quelques mots. C'est très bien de vouloir objectiver le premier surtourisme, mais par définition, je pense que c'est totalement subjectif le surtourisme, puisque nous sommes dans une société où maintenant les médias se sont emparés du veau parce qu'il plaît, et puis aussi parce qu'il sert certains intérêts, et que tout le monde décide, enfin on voit apparaître partout des cas de surtourisme. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des situations de surtourisme. En Barcelone, une situation véritable de surtourisme dans la mesure où il y a eu manifestation hautement populaire de rejet de certaines formes. Ce n'est pas tout le tourisme d'ailleurs qui est discuté de la réaction des Barcelonais, mais c'est la manière dont finalement les locations touristiques temporaires conduisent à évincer une part croissante de la population par le début Barcelone, et donc se joue la question d'acceptabilité du tourisme. Donc ça c'est une... Il y a des situations où on peut parler de surtourisme, mais pour l'essentiel, je trouve que le mot est utilisé à tort et à travers de manière immodérée, et la critique que je ferai à cet emploi autogéré, c'est que c'est la personne la voix décide bien s'ébouler dans la subjectivité totale. Voilà, c'est ça qui me dérange, et les efforts dont vous parlez ne paraissent pas entièrement pour un camp objectiver la chose, parce qu'il faut rappeler aussi que l'évocation souvent complaisante par les médias du surtourisme est quand même une manière d'engager ceux qui peuvent se le permettre, de se distinguer pour de la faux en achetant des produits hors des sentiers battus. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle le mot
Overtourism, ce qu'il était en anglais, a été finalement popularisé par une plateforme américaine de diffusion de l'information sur les voyages, qui s'en est emparée au point d'ailleurs d'en avoir imposé la propriété. Et c'est cette plateforme-là qui sert des intérêts de ceux. Et ce que vous dites aussi dans vos travaux, et Beverly Brown, peut-être que je peux vous faire réagir dessus, c'est que vous estimez que dans une certaine mesure, dans cette notion de surtourisme, il y a parfois un peu un mépris de classe et qui a toujours existé finalement dans le domaine de la consommation. On trouve qu'il y a une consommation de bon goût et de mauvais goût, et pourtant on a vu cette consommation, le regard qu'on portait sur cette consommation changer, basculer ces dernières années avec des pratiques populaires qu'on regardait parfois un petit peu de haut qui deviennent cool. Et je pense par exemple aux discounters Action ou Lidl qui deviennent cool. C'est cool d'aller faire son shopping chez Action. C'est cool de porter les vêtements qu'a fait Lidl alors même qu'on n'est pas du tout la cible de base. Est-ce que ça, c'est un mouvement de bascule qu'on pourrait voir dans le tourisme, par exemple? Est-ce que le all inclusive, qui est quelque chose qui a beaucoup été décrié, pourrait devenir la prochaine tendance tourisme? Bon, ça fait beaucoup de questions, pas. Bon, déjà, moi, je pense que ce qui est important, c'est de distinguer le fait de se déplacer, le fait de voyager et le fait de faire vite. Le déplacement, c'est un besoin universel. Il balader partout dans le monde, tout le monde se déplace. Donc, on a besoin pour se déplacer de part. Après, la question, c'est est-ce que le voyage, par exemple, forme la jeunesse quand on l'a cru au temps de montée? C'est un attention au journal. Ça, c'est une vraie question. Et à distinguer du tourisme. Moi, je pense que, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, Dami, le tourisme, en fait, est finalement une pratique de distinction qui obéit à des logiques qui a très bien été produites sur la transmission d'un capital, du culturel, symbolique et social. Et donc, il y a une monétisation des destinations. Et en gros, il faut Marcel Belize, il faut Marcel Locassi à l'AIA, etc., etc. Et donc ça c'est problématique parce que ça veut dire qu'on perd le sens du voyage, le sens d'exploration, et se trouver soi-même en se déplaçant. Et finalement, on voit très bien que très souvent, le comportement touristique consiste à aller être sûr, c'est aller chercher des jepons, quoi. C'est-à-dire j'ai bu tel tableau, j'ai tel monument, etc. Donc ça veut dire que c'est pas une question de morale, c'est une question de sens. Quel est le sens du voyage, quel est le sens du déplacement? Et après, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il y a une évolution. Ça, c'est ce que montrent les sociologues, d'abord les gens qui ont travaillé sur le fait qu'on est dans une société qui est beaucoup plus horizontale et une société qui est beaucoup... Et que donc, il y a une porosité des pratiques telle que la classe sociale n'est pas forcément un facteur explicatif et qu'il y a des phénomènes, effectivement, de porosité des imaginaires qui fait qu'il y a une colonisation d'un certain nombre de pratiques. Bon, vous avez cité la lidélisation ou Action, en fait, regardez un parking d'Action, il y a autant de hauts titres que de Dacia. C'est ça qui est trop intéressant, et chez Lidl aussi. Bon. Donc ça veut dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans des logiques, je pense, de distinction verticale. C'est une horizontalisation, mais on revient à cette question, je l'ai l'habitude, c'est qu'à partir du moment où un endroit devient cool, tout le monde veut y aller, et finalement, on va retrouver la fameuse boîte de Pareto, la loi des 20-80, c'est le fait que majorité de gens vont, par exemple, en littérature, ne lire qu'un petit nombre d'auteurs. C'est en fait le surtouriste, c'est le phénomène des best-sellers en littérature. Enfin, ce n'est plus ni moins la même chose. Et donc, c'est une loi économique. Je ne vois pas ce qu'on peut faire contre. Et puis surtout, pour moi, il n'y a pas de morale. On n'a aucune raison, a priori, d'empêcher les gens de se produire. Et de toute façon, on en reparlera tout à l'heure, la morale n'est pas une réponse à des problèmes de luxe. Du coup, pour sortir un peu de ces lieux best-sellers, comme vous dites, il y a donc ces lieux, ces propositions de sortir des zones balisées, ce que vous évoquiez un petit peu rapidement tout à l'heure, Rémi Knafou. Et pour vous, ce n'est pas du tout une solution. Au contraire, ça fait plutôt partie du problème de partir dans ces lieux un petit peu sauvages au lieu de partir en la remise, quoi. Et la question, je m'interroge en me posant la question, est-ce que finalement, et comme l'évoquait Heidi Sevest, il ne faudrait pas concentrer le tourisme dans une place dédiée plutôt que de lui laisser s'étaler? Je crois que Heidi ne disait pas tout à fait ça. Elle le disait à propos de l'Antarctique, de réserver. C'est d'ailleurs un point
sur lequel je ne suis pas d'accord avec elle. On en a pas mal discuté. D'autant plus, c'est juste une précision, mais qu'elle pourrait apporter bien mieux que moi, parce qu'elle connaît Antarctique avec des de bois. Mais enfin, ce que j'en ai lu quand même, c'est que les endroits où l'on concentre les quelques touristes fortunés qui vont jusque là-bas sont également les mêmes endroits où les manchots se concentrent aussi pour leur reproduction. Donc il y a quand même déjà un vrai conflit qui me paraît assez problématique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le seul point sur lequel je suis assez radical. Moi, je suis pour la sanctuarisation complète de l'Antarctique du point de vue touristique, et pas de complaisance vis-à-vis de ces mouvements, de ces déplacements qui n'ont que des justifications qui me paraissent assez dérisoires par rapport aux enjeux. Parce que ce que je peux comprendre tout à fait en étant un observateur du tourisme, c'est que dans des endroits où les gens vivent mal, que le tourisme subvente un outil qui permette de vivre mieux, même si les métiers du tourisme ne sont pas toujours des métiers très valorisants, très bien payés, c'est moins qu'on puisse dire, c'est déjà nettement mieux dans beaucoup de pays que de travailler le sol et d'avoir le dos cassé à 30 ou 40 ans. Il y a déjà un vrai progrès. Donc ça, je ne le nie pas du tout, qu'il puisse y avoir cette utilité du tourisme à développer, même lorsqu'il n'est pas encore développé. En revanche, ce que je peux contester au pôle antarctique, c'est précisément, il n'y a même pas de ces justifications-là, puisqu'il n'y a pas de société locale, il n'y a pas de retombées économiques. Donc là, ça ne sert qu'à satisfaire les intérêts égoïstes d'un marché émetteur qui se trouve en plus dans l'hémisphère nord, alors que nous sommes au sud. Et que tout ça passe par des gaspillages d'énergie fossile et des quantités importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pourquoi, face à cette attente de nature que l'on peut comprendre, parce qu'à la fois on en parle beaucoup, nous sommes des urbains, etc., encore que, et c'est tout à fait légitime de s'intéresser à la nature, en même temps force est de constater que les métropolitains, sommes ici apparemment, lorsqu'ils prennent des vacances, en majorité, ce que nous disent les statistiques, c'est pour aller dans d'autres lieux urbanisés où ils vont rencontrer tant de monde. C'est pour une raison d'ailleurs qui n'est pas que l'interprétation boutonnière de bien donner pour sport, c'est que, premièrement, les gens, fondamentalement, là où il y a les capacités d'accueil, c'est sur les capacités virtuelles, typhon et flux. C'est là que font les grands nombres. Ça, c'est la première raison. Il y a une autre raison qui n'est pas suffisamment en avant, c'est que c'est en connaissance de cause qu'une bonne partie de même peut-être beaucoup, je ne sais pas, de ces touristes vont, ou ces vacanciers vont là où ils vont dans ces lieux, points de concentration urbaine. Le mérite au moins les implique tous, c'est que ce sont des lieux de repos. Et que, pour vous, la convivialité, la rencontre avec l'autre fait partie des vacances. Et quand je dis la rencontre, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut aussi nous dire où va en tourisme, c'est-à-dire la rencontre avec d'autres civilisations, d'autres cultures. Et en pratique, quand je regarde les statistiques du tourisme, la rencontre principale qu'on fait en tout vie dans le long du pays, ce sont d'autres touristes. C'est la société du touriste. Et elle est peut-être pas moins intéressante. Pourtant, je ne fais pas Aurélie Sandler, sans parler peut-être de l'extrême de l'Antarctique, mais il y a quand même probablement chez vos clients cette envie d'aventure, de nature, d'excursion dans des lieux qui ne sont pas forcément prévus pour. Comment est-ce que ça, vous gérez? Est-ce que vous vous empêchez? Oui, si c'est pas prévu, on s'empêche. Et je voudrais revenir sur le point que vous mentionniez tout à l'heure. Je pense qu'on peut beaucoup discuter du bon usage de sur tourisme, et comme non plus les mots qui sont à la mode, sont souvent mal exploités. Pour autant, le risque de faire de ce sujet-là le débat, c'est de nier le phénomène et de ne pas parler des solutions. Et la réalité, c'est qu'il y a de la surfréquentation. Qu'on sache plus ou moins bien la quantifier, c'est un point, mais en revanche, on peut essayer. Et on peut essayer aussi, du coup, de donner des réponses et des bonnes pratiques. Donc oui, s'il y a des zones non explorées qui ne sont pas habilitées à recevoir des touristes, bien sûr qu'on s'empêche. Et c'est pas liberticide, c'est pragmatique, c'est aussi le rôle qu'on a en tant qu'humain pour protéger l'espace qui nous entoure, d'autant qu'il y a suffisamment d'endroits dans le monde où le tourisme est attendu et aussi bénéfique. Le tourisme, on parle souvent des impacts négatifs du tourisme, il y a des impacts très positifs au tourisme, c'est un forme d'accélérateur. On travaille beaucoup avec une association formidable qui s'appelle Planétera et qui met au jour le jour son énergie à créer avec les communautés locales partout dans le monde
des leviers de subsistance touristique, donc créer des expériences, des hébergements, pour permettre du maintien de savoir-faire, pour permettre l'autonomie de certaines communautés locales. Et ça fait partie des expériences qui, d'un point de vue du voyageur, en termes de rencontres et en termes de vécu, sont tout à fait hors des sentiers battus sans forcément être dans le sensationnel. C'est aussi des imaginaires plus doux et qui ont une vraie valeur par rapport aux destinations. Et donc ça, c'est des exemples de solutions sur la façon de faire converger une envie côté voyageur, et c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de morale là-dedans, je veux tuer, c'est le sens. Et donc comment est-ce qu'on arrive à être en réponse à ça, tout en étant dans une protection naturelle et nécessaire de l'endroit qu'on visite, et c'est la responsabilité tant des autorités locales que des acteurs du tourisme, que du voyageur, qui, somme toute, si on lui explique ce que c'est, est aussi en capacité de comprendre, de s'intéresser. Souvent, c'est difficile de se mettre en action, on sait qu'il y a beaucoup d'intentions vertueuses. Mais si on y met un peu de pédagogie, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a quand même plus de 70% des gens qui disent qu'ils veulent voyager, mais qui ne savent pas comment faire. Ce que vous disiez, c'est par exemple, votre rôle, ça va être de rendre accessibles des trajets assez compliqués de train, où il faut parfois acheter des billets en gare et que c'est difficile de le faire de l'extérieur, et que vous allez faire un petit peu le médiateur de tout ça et créer un trajet tout près, quoi. Oui, car exemple, c'est vrai, dans les leviers pour essayer de voyager mieux, il y a la question de l'empreinte carbone, donc de voyager loin, moins souvent, et donc de réfléchir quand on voyage plus proche au fait d'utiliser des mobilités plus douces. Et c'est quand même un casse-tête. Si on se passe dans la peau du voyageur et qu'on parle un peu aussi, on s'oriente client, consommateur sur le sujet, on va avoir la velléité de vivre des expériences en train, mais quand on est dans plusieurs étapes avec des réseaux qui sont quand même très peu uniformisés entre les pays, quand bien même on resterait en Europe, ça peut être un casse-tête. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de faciliter ça. On peut le faire sans nous. Et le vrai sujet, c'est que c'est là aussi l'imaginaire. Comment est-ce qu'on intègre le moment du voyage, le transport, comme étant partie de l'expérience à vivre. Féminine Info, vous proposez un tourisme réflexif en guise de solution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ? Je vais essayer. Un tourisme réflexif, c'est un tourisme qui permet à tous les acteurs du tourisme, c'est-à-dire que les touristes eux-mêmes, les professionnels, ceux qui les accueillent, etc., d'exploiter davantage la capacité que nous avons tous de nous interroger sur nos pratiques. Il faut donc créer les conditions de s'interroger sur ces pratiques, et c'est à partir de là que, d'ailleurs, on suis arrivé à préférer le terme de tourisme responsable à celui de tourisme durable. Je vois davantage ce que c'est que la responsabilité en la matière que la durabilité. Alors, pour vous donner juste un exemple de la démarche tourisme de taxi, parce que c'est une démarche un peu complexe, c'est encore d'ailleurs en cours de construction, je mets en avant la question du territoire d'équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un territoire d'équilibre ? C'est une destination touristique, mais dont les acteurs, tous les acteurs, y compris évidemment la population accueil, la population société accueil, réfléchissent ensemble à la possibilité de mettre fin à un processus qui est implacable en matière de développement touristique, c'est du toujours plus, toujours davantage posture de lits, toujours davantage d'équipements, etc. Et alors même qu'on pourrait très bien imaginer des territoires qui acceptent de modérer cette augmentation de la capacité d'accueil, voire de la stopper dans certains cas, et à partir de là, d'étudier les conditions de continuer à bien vivre du tourisme. Parce qu'on voit bien, il y a des exemples déjà, qu'on arrive à bien vivre du tourisme sans pour autant être dans cette fuite en avant, oublie à leur situation croissante des milieux. Il y en a un exemple, alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un qui paraît tout à fait intéressant. Je suis originaire spécialiste ménagement touristique de la montagne, c'est la commune de Port-Saint-Maurice-les-Arcs. On a là une commune qui accueille sur son territoire des stations comptent pour 40 villes-vies, et il y a peu de temps, le nouveau maire a décidé un moratoire sur les constructions nouvelles, et on voit bien que c'est un changement qui paraît tout à fait important et qui illustre cette nécessité qu'on a de repenser un peu les conditions de développement du tourisme, parce que si ce ne sont pas les destinations qui mettent le haut là à certaines évolutions, qui va le faire ? Qu'il y aura l'autre possibilité que je vois, ce sont les touristes eux-mêmes. Mais entre la prise de conscience, ce qui se passe autour de nous, de l'évolution climatique,
pollution de la planète en général et le changement des pratiques, il y a déjà un fossé. On voit bien parmi les jeunes, des enquêtes nous montrent que la prise de conscience, elle est répandue, et en même temps, que ce sont par définition que ce sont des populations qui sont nées récemment, qui ont trouvé comme mode moyen de transport l'avion, d'autant plus qu'il est souvent moins cher que le train, et que par conséquent, on peut à la fois avoir cette prise de conscience et continuer à prendre l'avion quand on en a les moyens. Donc ce qui compte, c'est la possibilité de basculer depuis la prise de conscience du changement des pratiques, ça c'est possible, mais voilà, c'est là qu'on peut avoir des raisons d'espérer, et pas du côté des États. Parce que les États sont dans une concurrence exacerbée les uns avec les autres, et ça serait, si la structure politique pense qu'un État veuille se contingenter, ça pas le fond, les sessions des destinations tout à fait leader, donc de pouvoir pas vous compter sur les États qui sont dans la compétition internationale. Tout à l'heure, à juste titre, pour parler de régulation, le marché touristique, il est très peu régulé, trop peu régulé, et donc il reste boire. D'autres changements de pratique, mais ça prendra du temps, et les possibilités que des destinations arrivées à maturité, savoir la sagesse de repenser leur empire, et en même temps... Bien, on va conclure sur cet espoir de sagesse. Alors merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde.